Cette protection immédiate, nécessaire face à la flambée des prix, ne doit pas nous faire dévier de nos choix économiques fondamentaux. C'est du pipeau, c'est de la poudre de parlimpinpin. Ils ont choisi avec qui ils voulaient passer des compromis. Ce n'est pas la gauche, c'est visiblement la droite. La réponse au pouvoir d'achat, elle est par le travail, elle n'est pas uniquement par la revalorisation de minima sociaux. Il n'y a pas d'hémiplégie de la majorité, on sait qu'on a besoin de tout le monde. Certains se disent « les rouges arrivent ». Mais finalement, ce dont on parle, c'est d'une augmentation du SMIC à 12%. Les enjeux du débat parlementaire sur le pouvoir d'achat et l'onde de choc des affaires de violences sexistes et sexuelles. C'est le sommaire du numéro 5 du Bonbon de Serge. L'air de rien, c'est bien d'un choix de société dont il est question depuis lundi à l'Assemblée. D'un côté, un gouvernement qui tente de soutenir le pouvoir d'achat par un système de primes qui échappe aux cotisations sociales. De l'autre, une gauche qui entend préserver, à travers le salaire différé, le carburant de la protection sociale. Un nouvel acte de la pièce qui se joue depuis 5 ans, et même depuis beaucoup plus longtemps. Le néolibéralisme à l'assaut de l'État-providence. On est clairement sur un débat typique du clivage gauche-droite à l'ancienne, avec un gouvernement qui défend une politique très libérale, avec des primes ponctuelles qui ne concerneront qu'un petit nombre de salariés, et de l'autre, nous, la gauche, qui défendons une revalorisation de l'ensemble des salaires et une logique de revalorisation des minima sociaux qui soit au moins égale à l'inflation, parce qu'aujourd'hui, le projet de loi du gouvernement, c'est une perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des salariés, puisque la revalorisation des pensions, la revalorisation des minima sociaux, elle est inférieure à la hausse du coût de la vie. Bruno Le Maire a été on ne peut plus franc au début de la discussion en séance publique. Soutenir la demande, oui. Mettre les entreprises à contribution, non. Cette protection immédiate, nécessaire face à la flambée des prix, ne doit pas nous faire dévier de nos choix économiques fondamentaux, ceux qui ont été ceux de la majorité depuis 5 ans, et qui nous ont permis de créer 1,2 million d'emplois en France et de nous approcher enfin du plein emploi que nous n'avons pas atteint depuis plus d'un demi-siècle. L'innovation, la formation, la qualification, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la baisse des impôts, voilà la ligne économique qui a toujours été la nôtre, voilà celle qui restera de la France et voilà celle qui nous permettra de réussir dans la compétition mondiale. Adopté en première lecture par les députés, l'article 1 du projet de loi prolonge la prime Macron instaurée en 2019. Juste après le mouvement des Gilets jaunes. Jusqu'au 31 décembre 2023, les employeurs pourront ainsi verser une prime exceptionnelle allant jusqu'à 3 000 €. Une prime qui est exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales pour les salariés qui gagnent moins de 3 fois le SMIC. En cas d'accord d'intéressement dans l'entreprise, cette prime pourra grimper jusqu'à 6 000 €. On comprend tout de suite qu'entre une augmentation de salaire et une prime, les employeurs choisiront la seconde solution. Car une prime, ça peut se supprimer du jour au lendemain. Un salaire, ça ne peut pas se réduire. Le camp du président annonce fièrement que le plafond de la prime a triplé. Est-ce vraiment un argument? L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi indique que 8 milliards ont été distribués par le biais de ce dispositif depuis 2018, dont presque 2 milliards l'année dernière. Cette prime a bénéficié à 4 millions de salariés sur les 28 millions que compte le pays, ce qui représente environ 500 € par salarié. Par conséquent, porter le plafond à 3 000 € ne va rien changer à l'affaire. Comment ne pas crier à la mystification ou à l'enfumage comme l'a écrit dans un amendement la France Insoumise? L'amendement, l'article 1, n'établit pas une prime. L'article 1 triple un plafond qui n'était pas atteint depuis que la prime était en place. Donc c'est du pipeau. C'est de la poudre de parlimpinpin. Quand les frigos sont vides, quand c'est compliqué de remplir sa cuve de fioul, quand on a des difficultés pour assumer ses déplacements obligatoires, on se dit que tout ce qui est pris est bon à prendre. Mais nous continuerons à dire que ce gouvernement a fait l'impasse sur une question qui nous semble centrale, la reconnaissance de la valeur du travail et la nécessité de bloquer concrètement les prix de ceux qui les subissent de plein fouet. Je pense notamment au prix de l'énergie et au prix du carburant. Tout est bon à prendre, dit Sébastien Jumel. C'est aussi la ligne qu'affiche le Rassemblement national. Il est imparfait ce texte. Pour autant, ça va aider des millions de Français, même ponctuellement, de manière substantielle. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider les Français. Donc nous voterons un certain nombre de dispositifs. Nous ne sommes pas des adeptes de la prime, mais ça peut avoir une utilité. La situation est beaucoup trop grave d'un point de vue social et économique pour se passer de ce texte et pour rendre un petit peu d'argent aux Français. Alors oui,
Je vous le dis, nous aurions aimé des hausses de salaire, nous aurions aimé et nous souhaitons des baisses de taxes, mais nous sommes une opposition constructive. Voilà, les Français ne nous ont pas envoyés à l'Assemblée pour faire du cirque, pour faire du blocage. Nous ne sommes pas la France insoumise qui demande la réécriture d'amendements en fumage qui est totalement indécent au regard des difficultés de nos compatriotes. Nous voulons aller sur le fond. Du côté de la France insoumise, on se défend de vouloir bordéliser les débats. Est-ce qu'on est dans la caricature quand on pose un amendement pour dire prime d'enfumage? Non, parce qu'on explique pourquoi est-ce que c'est une prime d'enfumage. Seulement un salarié sur 5 va la toucher, c'est exonéré de cotisation et donc du coup, ça va baisser nos caisses de retraite et de sécurité sociale. Donc non, on n'est pas dans la caricature. On fait le rôle d'un mouvement politique qui porte ses idées politiques et quand je me promène en circonscription, croyez-moi, c'est pas ça que me demandent les Français. Oui, ce projet de loi met en danger le financement de la protection sociale. Le salaire, ce n'est pas seulement ce que l'on touche à la fin du mois, c'est aussi le brut, cette partie qui permettra de payer la maladie, le chômage, la retraite. Autrement dit, la solidarité. Les contributions sociales, ça paye quoi? Ça paye le service public. Et le service public, tout le monde en profite aujourd'hui. Donc, y compris ceux qui sont vraiment très très modestes, ils bénéficient du service public et c'est ça qu'on doit défendre. Et quand on fait des exonérations de cotisations, de contributions sociales pour la sécurité sociale, pour la retraite, pour l'UNEDIC, c'est tous ces systèmes-là qu'on met à bas. C'est un clivage idéologique qui s'exprime à travers ce texte. Rien d'étonnant par conséquent à ce que les macronistes et la droite se rapprochent. Ils ont choisi avec qui ils voulaient passer des compromis. Ce n'est pas la gauche, c'est visiblement la droite et on le voit en séance mais on le voit aussi en commission. Je vous prendrai un exemple. On est encore allé plus loin en commission sur l'exonération des heures supplémentaires. Avec qui? Avec les Républicains. Olivier Marleix, le patron du groupe LR, reconnaît qu'il existe un terrain d'entente avec le gouvernement. La réponse au pouvoir d'achat, elle est par le travail, elle n'est pas uniquement par la revalorisation de minima sociaux. Et donc là aussi, on continue d'avancer. Le gouvernement a déjà laissé passer en commission un amendement sur l'augmentation du plafond des heures supplémentaires défiscalisées. On discute aussi sur le rachat des RTT. Et puis troisième sujet, on veut que le gouvernement arrête de raisonner dans cette logique folle dans laquelle il prélève des taxes, il prélève toujours plus de taxes sur tous les Français, sur la classe moyenne en particulier qui est la plus contributive, pour les redonner seulement à quelques-uns par coup de chèque. Et donc on veut aussi que le gouvernement sorte de cette logique et accepte d'envisager la réduction de la dépense publique. De fait, les votes sur les 3 premiers articles de la loi ont confirmé l'existence de cette convergence politique, voire philosophique, entre la coalition présidentielle, LR et le RN. À chaque fois, les 3 groupes ont voté pour comme un seul homme. Avec la NUPES, en revanche, aucun compromis n'a été trouvé. Pour le MoDem, c'est simplement parce que le projet de loi a été présenté dans l'urgence. Plus vous avez des responsables de texte dans chacun des groupes qui en amont ont eu le temps d'appréhender le sujet, qui ont eu le temps de l'étudier, qui ont eu le temps de se parler entre eux, eh ben, on arrivera plus facilement à avoir cette politique et cet art du compromis qu'il faut qu'on construise en France. Du côté de Renaissance, on se défend de privilégier une opposition plutôt qu'une autre, étant bien entendu que LFI et le RN sont exclus par avance de tout accord. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le dirai autant de fois qu'il faut, il n'y a pas d'hémiplégie de la majorité, on sait qu'on a besoin de tout le monde, à droite et à gauche et à droite. Hémiplégique, peut-être pas. Mais sourde de l'oreille gauche, la coalition présidentielle l'est assurément. Ainsi, elle n'a pas entendu les arguments d'Alexis Corbière en faveur du SMIC à 1 500 €. Il parlait pourtant assez fort. Bien sûr, nous vous le disons avec fougue et certains se disent « les rouges arrivent ». Mais finalement, ce dont on parle, c'est d'une augmentation du SMIC à 12%. 12%, on est raisonnable. En 1968, après une grève générale, le SMIC a augmenté de 35%. Mais c'est 12%. Mis en relation avec les 6% quasiment d'inflation, c'est 6% d'augmentation du SMIC. Ne soyez pas à ce point sectaire. Ayez une co-construction avec nous. Acceptez notre main tendue. Le compromis que nous vous proposons n'est pas une compromission, c'est un juste dû. Mercredi à 20h20, on savait à quoi s'en tenir, à l'exception de 4 députés qui se sont abstenus. Macronistes, droite et Rassemblement national ont voté contre le SMIC à 1 500 €. Tous les députés de la NUPES présents ont en revanche voté pour. Ces dernières années, la ligne de partage entre la gauche et la droite s'était estompée. Ce débat parlementaire aura au moins eu le mérite de rétablir les frontières et de ressouder la gauche autour de la défense du salariat.
Hier, sur les réseaux sociaux, une militante écoféministe, c'est ainsi qu'elle se présente, a annoncé qu'elle venait de porter plainte contre un ancien candidat LFI proche d'Éric Coquerel. Les faits remonteraient à 5 ans. Sans remettre à la police et à la justice, malgré les lenteurs et parfois le manque d'égard pour les victimes, est légitime et salutaire. En revanche, on peut s'interroger sur le besoin d'aller le crier sur les réseaux sociaux. Sans doute aura-t-on une explication dans les jours qui viennent. Concernant Éric Coquerel, l'ouverture d'une enquête pour harcèlement et agression sexuelle a provoqué quelques tiraillements au sein de la NUPES. Pour Sandrine Rousseau, le président de la Commission des finances doit prendre du recul. Oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire il ne faut pas qu'il préside les séances de la Commission des finances le temps de l'enquête. Il conteste à 100%. Et je lui ai dit, nous avons eu... Oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal. Et Mathilde Panot n'est absolument pas de cet avis. Il n'y aura pas de mise en retrait d'Éric Coquerel parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. En interne, la France insoumise réfléchit sur ses procédures en matière de violences sexuelles et sexistes. Après l'éviction de Taha Bouaf, il apparaît que le fonctionnement opaque de la commission contre les dites violences n'est pas satisfaisant. Jean-Luc Mélenchon l'a lui-même reconnu dans les colonnes de Libération. Les accusations ont conduit à retirer son investiture, mais de surcroît cela conduit à une mort sociale alors qu'il n'a pas pu se défendre et ne sait pas de quoi il est accusé. Comment être pour le droit à la défense, le droit au contradictoire et nous-mêmes, dans certaines circonstances, même avec des motifs légitimes et impérieux, faire le contraire. On s'achemine donc vers une procédure à 2 étages. 2 commissions, une pour les hommes, une pour les femmes, accueillerait tous les témoignages sous le sceau de l'anonymat. Dès lors que ceux-ci seraient suffisamment circonstanciés, une autre commission prendrait le relais. Elle fonctionnerait selon le principe du contradictoire. Chacune des parties aurait connaissance du dossier et pourrait se faire assister par un autre militant de la France insoumise. Libre ensuite aux uns et aux autres de rendre public le résultat des délibérations. Bref, la FI reprend à peu de choses près le modèle éprouvé de la commission des conflits du Parti socialiste. Dieu sait qu'ils ont de l'expérience en la matière. Un point important cependant, cette juridiction interne ne serait pas accessible aux plaignantes et aux plaignants 2 mois avant une élection. Il s'agit d'éviter qu'un témoignage puisse être instrumentalisé pour écarter une candidature. Une sage précaution. Merci d'avoir regardé cette 5e édition du Bourbon de Serge. Certains d'entre vous se sont étonnés que l'activité parlementaire se poursuive pendant les vacances. C'est parce que nous sommes en session extraordinaire. Celle-ci prendra fin le 5 août normalement. Le Bourbon bien sûr continue jusque-là et l'émission sera de retour dès la dernière semaine d'août pour suivre les différentes universités d'été. À jeudi prochain, sinon rien.